Pourquoi préférer l'écriture à la scène? Pourquoi se passionner pour l'astrologie, la graphologie et se tourner aujourd'hui vers la spiritualité? Les réponses de celle qui fut une idole des années 60, Françoise Hardy. Nous la découvrons un peu inquiète, tendue à l'idée d'être peut-être mal interprétée, de donner une image d'elle pas tout à fait réelle. Françoise Hardy accueille l'équipe de Dites-moi à Paris, dans sa maison aux murs et plafonds noirs, où elle vit avec Jacques Dutronc et leur fils Thomas. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer d'aller très vite, comme ça ce sera vite fini. Non, allons à un rythme normal. Mais je sais que vous n'aimez pas ça. Mais légèrement plus rapide que la préparation. J'aime pas attendre. Vous êtes une impatiente? Oui, c'est terrible. Enfin, sauf quand je suis livrée à moi-même, c'est-à-dire seule et que j'ai du temps pour lire. Là, j'ai aucune impatience. Alors, vous avez été vraiment la superstar vers les années 63, 64 et les suivantes. Vous avez vendu plus de 4 millions de disques de tous les garçons. Je ne connais pas les chiffres, alors je ne sais pas du tout. Vous avez trouvé, mais sont-ils fiables? Alors c'était avec tous les garçons et les filles. Et vous répétez sans arrêt, moi je ne suis pas une chanteuse. C'est vraiment l'impression que vous avez? Ah oui, je suis la première à le regretter parce qu'en fait j'aurais beaucoup aimé être ce que j'appelle une chanteuse, être quelqu'un comme Véronique Sanson, Catherine Lara, qui sont vraiment des filles qui ne sont pas limitées par leur voix, quoi. Moi je suis très limitée par ma voix. Ça va d'ailleurs avec certainement une énergie physique qui est limitée elle aussi. Quand je vois quelqu'un comme Catherine, c'est une boule de feu, quoi. Elle est bourrée d'énergie. Moi l'énergie, je la prends plus sur les nerfs que sur quelque chose de vraiment valable. Étienne Dao écrit un livre à votre sujet, dont le titre est Superstar et Ermite. Alors vous êtes d'accord avec ce titre, Françoise Hardy, Superstar et Ermite? Superstar, moi évidemment je me sens pas du tout comme ça et comme vous le disiez à l'instant, ça concerne une période assez lointaine de ma vie, ça concerne ma prime jeunesse. Enfin disons que j'étais un peu ça pour les gens, je pense pas être ça maintenant. Ermite, ça correspond quand même à un côté très solitaire, qui a besoin vraiment de solitude, parce qu'il y a deux solitudes, il y a celle dont on a besoin, puis celle à laquelle les circonstances plus ou moins extérieures vous condamnent. Plus ou moins, parce que je pense que les circonstances extérieures sont toujours un peu le reflet de tous les déséquilibres, de tous les problèmes qu'on a à l'intérieur. Et donc en fait moi je connais les deux. Évidemment personne ne peut échapper à la solitude subie, donc je connais bien celle-là, mais je suis également concernée par la solitude choisie, dans laquelle on a l'impression de se ressourcer, de se reprendre, de se récupérer. Il y a des photos évidemment dans ce livre qui vous est consacré. Là on vous voit en petite fille. Et puis avec votre père. Votre père, c'est quelqu'un qui était assez absent finalement de votre vie, c'est vrai? Totalement, oui, totalement absent. Vous avez été élevée par votre maman? J'ai été élevée par ma mère. Mes parents n'étaient pas mariés. Ou plutôt, mon père était marié de son côté. Et donc ma mère a eu 2 enfants avec lui. Et c'était une situation, à l'époque, qui était assez peu courante et en tout cas très mal vue. Très mal vue, donc finalement ma sœur et moi on a été un petit peu des enfants clandestines par rapport à mon père qui nous a toujours cachés au reste de sa famille. Bon, il avait ses raisons pour ça, moi je ne juge pas du tout, personne d'ailleurs, enfin j'essaye. Oui, et puis là, c'est la chance qui a joué après ça, puisque vous enregistrez ce disque à 18 ans, tous les garçons et les filles. Et puis alors là, c'est incroyable, couverture de Paris Match, un peu après Olympia, on l'a dit, 4 millions de disques vendus, c'est quoi? C'est la chance? Oui,
Parce que vous dites que c'est un succès. Je pense que c'est la chance. Je pense qu'au départ, c'est la chance parce qu'il y avait toute une conjoncture. Par exemple, je me dis que si j'arrivais maintenant, avec les moyens très limités qui étaient les miens, qui sont toujours, enfin moins maintenant, mais je veux dire, en tout cas avec des chansons aussi limitées que celles que j'ai faites en 62, 63, j'aurais aucune chance. Enfin, en tout cas, ça donnerait pas du tout la même chose, quoi. Donc, il y avait une question de conjoncture qui a joué en ma faveur certainement, parce que on peut absolument pas dire que ce soit tous les garçons que ce soit la qualité de la chanson Tous les garçons et les filles qui m'est lancée. C'est tout un ensemble, puisque la chanson elle-même, elle est tout à fait quelconque, quoi. Mélodiquement, c'est rien du tout. C'est l'anatole, la même note sur l'anatole. Donc, n'importe qui peut faire ça. Le texte est sans aucun intérêt, et donc c'est moi tel que j'arrivais à cette époque-là, à côté de Sylvie, à côté de Sheila, Johnny, etc. Donc on était représentatifs, chacun à notre façon, d'une partie des jeunes gens, jeunes filles de notre époque. Si vous le voulez bien, on va regarder là sur le petit écran. On a retrouvé une interview de vous qui date plus ou moins de cette époque. Je crois qu'elle est enregistrée en 64. Eh bien, mesdames, messieurs, cette semaine, c'est la semaine des F. F, comme Françoise Hardy, qui est à l'ancienne Belgique et dont on dit que la timide jeune fille est devenue la grande vedette. Ah bon, je ne savais pas qu'on disait ça. Vous ne saviez pas que la timide jeune fille était une timide jeune fille? Ah si, ça je savais, je suis toujours que j'étais timide, je suis toujours timide, mais ça n'empêche rien. Enfin, vous savez quand même que vous avez évolué depuis l'année dernière. Oh, je suis peut-être un peu moins timide avec les gens que je vois comme ça, mais sur scène, c'est exactement pareil. Ah non, non. C'est non, même non, pire, je crois. Ah si, j'ai 10 fois plus peur maintenant qu'avant, je crois. Oh non, c'est pareil. C'est pareil, finalement, quand je repense à mes débuts sur scène. Mais maintenant, j'ai aussi... entre-temps, est-ce que vous avez travaillé votre jeu scénique ou quoi? Parce que mais vous savez, c'est difficile. On ne peut pas travailler un jeu scénique, je trouve, chez soi, comme ça, devant la glace, parce que moi, au début, ce que j'essayais de faire, je me disais, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, comme les frères Jacques, je sais pas quoi. Mais finalement, les gestes que vous faites devant une glace, c'est pas du tout ce que vous faites sur scène. Enfin, tout change sur scène. Je pense que le seul endroit où on puisse apprendre, c'est sur scène. Alors, timide, c'est vrai, vous l'êtes encore? Non. Oh, je suis angoissée, je suis émotive surtout, je suis très émotive, j'ai toujours peur de mal faire. Oui, c'est ça surtout. Il y a plusieurs formes de timidité, il faut toujours un peu s'entendre sur les termes. À cette époque-là, je l'étais certainement sur tous les plans. Ce que j'ai gardé de cette époque-là, c'est l'émotivité, la peur de mal faire, de la peur du malentendu, de mal me faire comprendre, parce que ça m'est arrivé très très souvent, donc je me méfie de ce que je dis, je me méfie de ce que l'autre comprend, de ce que je dis, enfin, c'est assez inconfortable. Alors, on parlait du jeu scénique. Ouais. Et là, je vous l'ai entendu dire dans d'autres interviews que, en fait, vous ne saviez pas comment faire bouger votre corps sur scène. Ça vient d'où, ça? C'est pas des sœurs de l'Institut La Bruyère, non? Si, ça peut venir de là. Ça vient d'un ensemble toujours. Toujours, il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et c'est vrai que j'ai eu une enfance très solitaire et très immobile. Je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup. Moi, je peux rester enfermée très longtemps, allongée à lire, par exemple. Et quand j'étais enfant, je bougeais pas beaucoup. J'étais toujours à l'écart. Et j'étais pas à l'aise, donc je crois que pour se retrouver du jour au lendemain sur une scène, au sortir d'une enfance extrêmement vase clos, avec le type de caractère que j'avais, que j'ai toujours plus ou moins, se retrouver comme ça propulsé sur une scène, c'est pas évident du tout, si on n'a rien appris. Je crois d'ailleurs que par exemple une jeune fille, une jeune femme comme Vanessa Paradis, j'imagine qu'elle a appris quand même d'ailleurs à mon époque, enfin quand j'étais toute jeune,
jeunes, des filles comme Sylvie, Sheila, prenaient des cours de danse et moi je n'ai pas, j'ai pas éprouvé ce besoin. J'ai pas éprouvé ce besoin dans la mesure où je chantais surtout des chansons assez lentes, donc qui ne se prêtent pas à un jeu scénique extravagant, et puis où finalement c'est vrai que ça m'intéressait pas tant que ça, quoi. Vous aviez quand même beaucoup d'allure puisque les couturiers vous en repéraient tout de suite. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. D'abord pour les couturiers on fait des photos, donc une photo c'est statique aussi, c'est pas dynamique. Vous demandez de porter leurs vêtements parce que quand Paco Rabanne vous avait demandé... Tout ça c'est un peu des légendes. Des légendes? Oui, les couturiers ne demandent pas, il y a des rencontres qui se font comme ça. C'est un mauvais souvenir, je crois, non? Oui, c'est pas ça. À cette époque-là, mon Dieu, c'est très ancien, alors j'ai oublié la moitié des choses, sinon plus. Et à cette époque-là, on faisait souvent des photos pour la presse et les journalistes, les photographes aimaient vous photographier et faire des photos de mode avec les chanteurs, les chanteuses. Et donc, moi, je me suis retrouvée à un certain moment, j'étais partie en Égypte, je me souviens, avec Jean-Marie Perrier, et pour faire un reportage avec des vêtements de Paco Rabanne. Et j'avoue qu'à l'époque, ces vêtements étaient très difficile à porter. J'ai eu une tenue de scène de Paco Rabanne, ça m'a donné l'idée de lui demander une tenue de scène, c'est pas lui qui me l'a proposé, c'est moi qui lui ai demandé. Non, c'était pas cette robe-là. Et à l'époque, les matériaux qu'utilisait Paco Rabanne, je pense que ça a beaucoup changé maintenant, mais ils étaient extrêmement lourds, donc ils étaient pénibles à porter à la fois parce qu'ils étaient lourds, et comme ils étaient en métal, ils étaient coupants. Alors j'avais une tenue de scène incroyable qui pesait 16 kilos, donc j'étais, alors déjà naturellement je bouge pas beaucoup, alors avec cette armure sur le corps, je bougeais encore moins, et puis au fur et à mesure, l'entrejambe sous le poids de métal descendait et des ouvrières venaient à Londres avec des tenailles, des marteaux pour réparer le costume de scène, pour faire remonter cette entrejambe qui subissait la loi de la pesanteur. Courage. À courage, c'est autre chose. Courage, c'est... Dans masculin, féminin, c'était bien du courage. Oui. Mais courage, ça a été autre chose que les autres couturiers, parce que d'abord, il est très très différent. D'une certaine manière, je suis probablement plus proche de lui que d'autres. C'est un poète, moi je l'ai toujours vu comme un poète, comme un homme tout à fait pur et tout à fait, presque pas à sa place dans les milieux assez superficiels de la mode. Il n'a pas du tout le côté un peu mondain, il n'a pas le côté mode du tout, justement, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée de le rencontrer, et ça m'a fait très plaisir de porter une tenue qui était magnifique. Alors vraiment, la tenue Courage qu'il m'avait faite pour la scène, c'est vraiment ce que j'ai eu le mieux. Blanche? Oui, mais surtout avec ce style Courage qui était révolutionnaire à l'époque et qui, moi, me seyait tout à fait. C'était Jean-Luc Godard qui avait fait. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Donc je n'aime pas trop parler de ça parce que c'est vraiment totalement épisodique. Et puis en plus, le cinéma actuellement, ça vous tenterait pas, non? Pas du tout. Encore moins, parce que moi un de mes problèmes, c'est justement d'être devant une caméra. Je n'aime pas. Je ne sais plus qui divisait le monde en voyeurs et exhibitionnistes. Je suis voyeuse et je ne suis pas du tout exhibitionniste. Alors quand un voyeur ou une voyeuse est mise en situation d'exhibitionniste, elle souffre, je peux vous le dire. Et donc malgré tout, vous souffrez pour le moment? Moins que si j'étais, si je me retrouvais dans un film avec d'autres et tout ça, parce que là, bon, j'ai pas quand même à exhiber trop de choses. On se contente de parler un petit peu. Vous décidez d'abandonner la scène alors que vous n'aviez que 24 ans, en 68. Mais oui, c'était un ras-le-bol. 6 ans que j'en faisais quand même. Oui, mais c'était parce que l'effort était surhumain pour vous. Non, c'est parce que il arrive un moment où on se rend compte que certaines choses qu'on fait, on ne les fait pas aussi bien qu'on devrait, et que finalement c'est pas vraiment de votre ressort, qu'il vaut mieux se concentrer sur autre chose, qu'il vaut mieux faire autre chose. Enregistrer des albums. Voilà, à cette époque-là, c'était ça, oui. Avec des gens que vous aimez quand même.
Oui, ça par contre, en ce qui concerne... moi, ça, j'aime bien parler des disques, parce qu'en fait, ça a été toute ma vie. Écrire des chansons, faire des disques, ça a été l'essentiel de ma vie professionnelle. Et sur ce plan-là, en dehors du tout premier disque, mais c'est normal, les tout premiers disques, on arrive, on n'y connaît rien, et donc c'est fatal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, qui ne soient pas vraiment réussies sur le plan de la qualité et tout ça, tant des chansons que des enregistrements. Mais bon, à partir, je sais pas, du moment où je suis allée travailler, enregistrer en Angleterre, j'ai toujours eu la chance de tomber sur des musiciens vraiment hors pair, avec qui c'était non seulement un bonheur, mais aussi un honneur de travailler. Vous avez aussi travaillé avec des gens comme Jonas ou comme Michel Berger. Oui. Et Michel Berger disait quelque chose qui m'avait frappé. Il disait « Elle n'est pas touchée par le succès ou par l'échec ». C'est vrai? Ça vous touche pas? C'est secondaire, ça me touche bien sûr, mais c'est secondaire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir l'impression d'avoir réussi et sa chanson et l'enregistrement de la chanson. Parce que ce sont deux choses qui sont liées, mais qui sont quand même différentes. Vous pouvez faire dans votre coin une chanson qui est assez bien aboutie, qui est jolie et tout, dont vous êtes capable d'évaluer la qualité, et puis en cours de route, avec les arrangements, etc., subitement, ça devient moins bien. Donc, quand le résultat final me satisfait moi, c'est vrai que c'est secondaire, c'est secondaire. C'est pas le plus important que ça plaise ou non à un public. Il y a une meilleure façon d'exprimer les choses. Ça veut dire que si je fais une chanson que je trouve ratée à l'arrivée, mais qu'on est obligé de sortir quand même, et que le public la cautionne, ça me fera pas spécialement plaisir. Et le contraire. Et le contraire, par contre, si la chanson en bout de course, si moi elle me satisfait, là ça me fera très plaisir. Alors évidemment, l'idéal, mais cet idéal-là, on ne le connaît pas souvent. L'idéal, c'est quand la chanson vous paraît à vous aboutie, quand vous sortez du studio et vous dites, bon là, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'aime et tout, donc on est content d'être allé au bout et bien, et que par la suite, le public cautionne, là c'est le rêve. Mais ce rêve-là, il ne se réalise pas souvent. J'ai des photos ici parce que j'avais lu quelque chose je voulais savoir ce que ça signifiait. Des photos de gens que je crois que vous aimez bien. Il y a Elvis. Ah bah oui, ça... Mick Jagger. Oui. Et David Bowie. C'est parce que vous avez dit d'eux que vous éprouviez un même type d'émotion d'une violence étrange pour ces trois. Ah non, ça c'est pas du tout mes mots, hein. Moi je ne m'exprime pas comme ça. C'est Dao qui traduit vos pensées alors. Ah bah peut-être, moi je n'ai pas lu tout le livre, j'ai riraété tout ce qui m'a mis dans la bouche, c'est moi qui l'ai riraété, donc ça va. Le reste, j'ai pas regardé parce qu'on n'a pas le temps. Alors c'est pas vrai, ça m'intéresse pas trop. Ce même type d'émotion. Non. Ce qui est vrai, c'est que ces trois-là, pour moi et objectivement, je trouve, parce que c'est pas subjectif, une chose pareille, ont un charisme incroyable. Ça veut dire que ils arrivent, ils crèvent l'écran ou sur scène. On les voit sur scène, on est totalement fascinés. Et c'est vrai des idoles pour vous, vos idoles. Ah oui. Ah oui, tous les trois. Ah oui, tout à fait. Ce sont des hommes que je trouve on ne peut plus séduisants et troublants et fascinants. Ça m'arrive encore. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur un extrait de ce fameux show à Las Vegas, non pas à Las Vegas, dans une... Oui, c'est ça, sur une chaîne de télévision où il est assis là avec ses musiciens autour de lui. Je regardais ça et mais je ne pouvais pas décrocher une seconde tellement je le trouve fascinant. Vous ne l'avez jamais rencontré, lui, Elvis? Non, mais par contre j'avais fait le voyage quand il a repris la scène. J'ai été à Las Vegas pour le voir sur scène et je n'ai pas été déçue du voyage, comme on dit, alors que vraiment faire autant de kilomètres pour voir quelqu'un, et j'ai pas regretté du tout. Jagger, ça, il y a même des photos de vous avec lui. Oui, Jagger, quand il était après il s'est abîmé, comme on s'abîme tous d'ailleurs, mais lui peut-être un petit peu plus avec ce qu'il s'est mis dans le nez ou ailleurs, je sais pas.
Mais c'est vrai qu'au début, mon Dieu, il avait ce charisme, mais invraisemblable, quoi. Invraisemblable. On a l'impression de voir des êtres, des mutants, des êtres d'un autre monde. C'est entre l'ange et l'homme, et moi, ça me fascine, ça. Il y en a un qui était formidable aussi dans cette série, mais qui n'était pas chanteur. Enfin, c'était Brando. J'ai revu il n'y a pas longtemps L'équipe est sauvage. Bon, il était pas grand, il était petit, grassouillet, machin, mais alors ce que dégageait le visage, c'était extravagant. Et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les gens, pas forcément des artistes d'ailleurs, qui ont une gueule. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des gens beaux. Mais bon, vous avez des gens qui ne sont pas ce qu'on peut appeler beaux et qui ont vraiment une gueule. Ça, c'est toujours intéressant, impressionnant, parce qu'on oublie tout quand on voit ça. On regarde simplement. On va continuer à parler des hommes, si vous voulez. Il y en a un qui a quand même, je crois, une grande importance dans votre vie. C'est Jean-Marie Perrier. Ah oui. C'est lui qui a... Toujours d'ailleurs. C'est vrai que vous avez continué à faire des clips avec lui, des choses comme ça? Non, j'ai pas fait de clip avec lui, mais des photos, oui. C'est lui qui a fait la pochette de mon dernier album en date. Mais c'est quelqu'un qui a presque créé, on dit, l'image de Françoise Hardy. Moi, ça m'étonne un petit peu parce que vous avez une forte personnalité. Moi, je ne peux pas parler pour lui. C'est lui qui devrait répondre à ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Il m'a beaucoup influencé, c'est vrai, il m'a beaucoup influencé. Je suis, par exemple, d'une exigence démoniaque pour les gens autour de moi en ce qui concerne l'image, en ce qui concerne les lumières, en ce qui concerne les cadrages, etc. Bon. Mais ça, je pense que j'aurais été comme ça de toute façon. Mais disons que le point de départ de ça, c'est venu de lui quand même, puisqu'il est photographe, entre autres. C'était pour SLC qui vous avait rencontré. Oui, c'est ça. Il était photographe, bon, puis il me montrait des pochettes, il me montrait des livres de photos, des livres avec des maquettes de photos. Bon, et donc il m'a un petit peu éduqué sur ce plan-là et sur d'autres. On dit qu'il vous a appris l'art de paraître. Or, Françoise, la faiblesse de votre soleil de naissance vous prédisposait à avoir de sérieux problèmes sur le plan du paraître. C'est ce que j'ai lu. Oui, mais il m'a pas du tout appris, il m'a pas du tout embêté. Non, il m'a pas du tout appris l'art du paraître. Je crois qu'il m'a rien appris sur ce plan-là, je vois pas d'ailleurs. Mais simplement, il a fait avec le peu, avec mon incapacité, ma difficulté à rentrer dans les histoires de représentation. J'ai toujours détesté faire des photos, des choses comme ça. Eh bien, il a su tirer quelque chose de ça, enfin de mon incompétence sur ce plan. Mais sans rien me faire, c'est lui qui a, sans m'obliger à faire quoi que ce soit, sans m'apprendre à faire quoi que ce soit. Sauf qu'il m'avait dit des détails dans le genre, il faut toujours que tu aies des manches longues, je sais pas ce qu'il m'avait dit d'autre. Bon, il m'avait expliqué. Il vous a peut-être appris à vous mettre en valeur. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression de ne pas savoir me mettre en valeur. Alors donc, ça serait peut-être pas très gentil de dire qu'il m'a appris ça, parce que je me sens nulle sur ce plan-là. François, je m'en voudrais aussi en parlant des hommes qui ont été importants dans votre vie, de ne pas montrer Jacques Dutronc. C'était une belle photo, je trouve mignons tous les deux. Mm-hmm. C'était peut-être en Corse, non? Non, ça c'était dans une maison qu'il louait à cette époque à Grasse, je me souviens, enfin pas à Grasse même, mais dans la région. Et puis vous voilà ici tous les trois. Là, c'est avec Thomas. Oui, c'est. Il a grandi depuis. L'hôpital américain, oui. Heureusement pour lui. Il va avoir 21 ans. Oui. Oui. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Je ne savais pas que c'était lui qui jouait de la guitare. J'entendais dans le jardin tout à l'heure de la guitare. C'était superbe. Oui. J'ai appris que c'était lui. Il est passionné de guitare. Ça l'a pris subitement. On n'a vraiment rien fait pour ça. Il se destinait tout d'abord à une école de cinéma, il a fait 3 années de fac pour ça, et puis en cours de route il a changé d'avis, il a rencontré entre guillemets Django Reinhardt, et ça l'a rendu fou. Enfin, une bonne folie. Ça vous plaît que votre fils soit aussi artiste? Vous savez, les gens qui vous touchent de près, que ce soit votre fils ou qui que ce soit qui vous touche vraiment de près, quoi qu'il fasse, on est inquiet, quoi, parce qu'on espère qu'ils vont pas avoir trop de déceptions, qu'ils sont doués pour ça. Moi j'ai beaucoup
je ne suis pas à même de juger si Thomas est vraiment doué, si c'est vraiment ce qu'il a de mieux à faire dans la vie, mais à partir du moment où lui pense que c'est ça, bon, j'espère simplement qu'il ne se trompe pas. J'avais lu que vous disiez il y a longtemps, hein, c'est une vieille interview, que le mariage vous effrayait et que si cela devait vous arriver de vous marier un jour, que ce serait par devoir ou par raison, mais pas par impulsion. Alors, ça c'est tout à fait juste alors par contre. Non, mais je me suis mariée par raison, parce que j'ai toujours dit que le mariage était quelque chose d'aberrant en soi, quoi, parce qu'on peut pas, enfin, moi je suis pas quelqu'un qui ait peur de l'engagement, mais on peut pas s'engager à vie à aimer quelqu'un. On sait, enfin, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui ne se commande ni ne se décommande. Donc j'aime pas beaucoup cet engagement à vie. Ça veut rien dire, quoi. Passer et puis faire de quelque chose de privé, quelque chose de social, moi ça me plaît pas. Mais bon, alors justement, comme le social malgré tout compte, c'est vrai qu'à une époque j'étais un peu souffrante et j'étais un peu inquiète et subitement je me suis dit, comme je suis alarmiste et que je vois toujours les choses au pire, je me suis dit mais au fond s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce qui se passerait, hein? Et donc étant donné ce que m'a dit l'avocat m'a dit il vaut mieux vous marier. C'est comme ça qu'on s'est marié. Thomas était déjà là, il n'était pas content que ses parents se marient, il n'est pas venu. Ah bon? Oui. Ben, il avait raison, il trouvait ça ridicule comme moi. Mais enfin nous on y a vu aussi, c'était pas seulement un mariage de raison, c'était ça, la motivation c'était ça, première, mais c'était aussi parce que bon, comme je rentrais en clinique et que j'étais un petit peu angoissée, qu'on était tous un peu angoissés, donc finalement j'avais rien du tout, mais on aurait pu imaginer que c'était quelque chose d'embêtant, et donc on s'était dit voilà, en sortant de clinique, on va en Corse, on se marie, on fait une fête, moi qui suis pas faite du tout, mais là, compte tenu des circonstances, c'était vraiment bienvenu. Et puis vous avez choisi un homme peut-être quand même pas tellement facile, Lutron. J'ai entendu que vous disiez il est capable du meilleur et aussi du pire. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, et vous ne le pensez pas? Oui. Non, je ne pense pas qu'il soit capable du pire. Je pense qu'il peut être odieux par moments, bien entendu, mais de qui on ne peut pas dire ça. Tout le monde a ses bons et ses mauvais côtés. Et voilà. Vous êtes toujours synchrone? Oui, j'avais fait une chanson qui s'appelait Jamais synchrone, parce que c'est vrai que toutes les chansons sont plus ou moins autobiographiques. Et ça aussi, je pense que ça concerne un petit peu tout le monde. C'est toujours quand on a envie de certaines choses que l'autre a mieux à faire et vice-versa. C'est très rare quand on est synchrone dans une relation. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. C'est dommage, parce que quand on est vraiment synchrone, c'est le bonheur. Vous vous intéressez à l'astrologie, vous vous intéressez à la graphologie, maintenant plutôt vers la spiritualité. Et là, vous avez des pôles d'intérêt commun? Avec Jacques, oui. Pas trop, mais... Pas trop, enfin bon, la musique, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Enfin, dans ce que j'aime, moi j'aime bien la chansonnette. Lui, il n'aime pas trop ça. Enfin, ça dépend, il y a chansonnette et chansonnette, mais moi je peux aimer des chansonnettes vraiment faciles, vraiment que moi-même je peux juger sans intérêt. Lui, il est beaucoup plus sélectif, beaucoup plus exigeant dans ses goûts, mais malgré tout, par exemple, il aime beaucoup la chanson country. Bon, tous ces gens qu'on montrait tout à l'heure, là, enfin surtout Presley, bon, lui, il aimait beaucoup ça aussi. On a quand même certains goûts communs en musique. Puis il y a le quotidien aussi, ce qui se passe dans le monde et tout ça. De temps en temps, on en parle. En général, on est un peu du même avis. C'est important. C'est important. Pour l'astrologie, la spiritualité. L'astrologie, un de nos meilleurs amis, qui a commencé par être le mien évidemment, est Jean-Pierre Nicolas, qui m'a tout appris, qui est à la base de ce courant dit conditionnaliste. Donc Jean-Pierre Nicolas a amené vraiment une autre astrologie que l'astrologie, hélas, la plus répandue. Et donc, comme on est devenus amis, Jacques, petit à petit, il en est venu à lui demander quand même des conseils. Je sais qu'une fois, à une période où il était un peu perturbé, où il ne savait pas trop dans quelle direction aller, il est allé voir Jean-Pierre dans sa campagne pour lui demander conseil. Encore récemment, enfin il y a plus d'un an, peut-être 2 ans, il était très hésitant pour remonter sur scène.
Et il a posé la question à Jean-Pierre. Donc j'imagine que si pour lui l'astrologie c'était vraiment de la foutaise, il n'aurait pas demandé à Jean-Pierre, à 2 moments un petit peu cruciaux pour lui, son avis. Mais l'astrologie, ça vous passionne depuis vos 18 ans ? Oui, on peut dire, mais je m'y suis mise vraiment sérieusement à partir de 74, donc ça fait déjà pas mal de temps, quand j'ai rencontré Jean-Pierre Nicolas. C'est vraiment grâce à lui que je m'y suis mise presque professionnellement. C'était votre professeur, votre maître? Oui, j'en ai eu d'autres avant, mais lui amène tellement autre chose, de beaucoup plus satisfaisant, de plus complexe aussi, de plus difficile, mais vraiment, moi, la seule astrologie dont je me réclame, c'est la sienne. Mais si vous voulez, on va le regarder là sur le petit écran. Oui, volontiers. Vous connaissiez Françoise Hardy comme chanteuse, comme tout le monde la connaissait, et puis je crois que vous avez été surpris de voir qu'elle s'inscrivait à vos cours d'astrologie, comme ça, d'une manière un peu anonyme. C'est-à-dire, elle n'a fait aucun commentaire, elle m'a adressé son bulletin d'inscription, si l'on peut dire, et j'ai été surpris qu'il n'y ait pas de commentaires, et j'ai trouvé que ça lui ressemblait beaucoup. Cette modestie, cette absence d'éclat, enfin, j'ai trouvé que c'était sympathique, et en même temps... D'ailleurs, dans le cours, j'ai poursuivi de même, j'ai respecté aussi cette espèce d'incognito. J'ai vu que vous disiez que c'était une femme passionnée. On ne dirait pas. Ah si, elle est très 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 passionnée. Mais sa passion va un peu, comment dire, c'est une passion qui est un peu en contradiction avec sa vulnérabilité affective. Alors, comment vivre, être à la fois très passionné et vulnérable, ça fait marcher sur des œufs. Hein. Et puis, il y a des contradictions. Il y en a pas mal de contradictions. Elle a des contradictions parce qu'elle est rigoureuse. Ce sont les gens rigoureux qui ont des contradictions. Lorsqu'on n'est pas rigoureux, on n'est pas en contradiction. On est bien dans sa tête, dans son cœur, tout le temps, puisqu'on laisse tout aller. Mais dès l'instant où on a une rigueur, la rigueur du cœur n'est pas celle de l'esprit, alors ça peut faire des problèmes. Mais en tant qu'élève, une certaine rigueur, c'était peut-être pas mal. Ah moi, bien sûr. D'ailleurs, si elle est devenue conditionnaliste, et Dieu merci... qu'elle soit devenue conditionnaliste, parce qu'on lui doit beaucoup. Notre école lui doit beaucoup. Elle s'est engagée passionnément, justement, dans la défense de ce type d'astrologie. Mais elle était douée, plus douée que les autres élèves, à votre avis? Oh, ça, je me garderais bien de faire un compliment. Parce que elle est douée pour le conditionnalisme. Elle a compris que le conditionnalisme et que l'astrologie que nous défendons est une astrologie qui lui plaît parce que les mots sont justes. Voilà. François, c'est quelqu'un qui aime les mots justes. Et chez nous, on a plutôt une discipline qui nous permet de parler des choses avec des mots plus justes que on fait. Regardez les textes de Françoise, il n'y a pas de fioriture. Elle essaie de trouver le mot le plus compréhensible et le plus juste. Alors, il se trouve que je pense que c'est à cause de ça qu'elle a dû aimer ce qu'on a pu faire dans notre école. Il faudrait peut-être qu'on dise un petit mot de ce type d'astrologie parce qu'il parle il emploie des mots qu'on ne comprend peut-être pas. Oui, l'astrologie conditionnaliste, ça veut dire que ça met vraiment l'accent sur le fait que le ciel de la naissance est un conditionnement parmi des tas d'autres, qu'il est en interaction justement avec tous les conditionnements qui sont ceux de l'être humain, qui sont, je peux en énumérer quelques-uns, c'est tellement évident mais on n'y pense pas forcément. Bon, par exemple, le fait... l'éducation, les raisons pour lesquelles vos parents vous ont eu, bon, le milieu dont vous sortez, sur les problèmes affectifs de vos parents, tout ça, ce sont autant de conditionnements. Le fait que vous soyez grand et mince ou petit et gros, que vous soyez noir ou jaune ou bleu ou vert, tout ça, ça joue terriblement sur votre personnalité, sur votre façon d'être. Et donc le ciel de
la naissance fait partie de ces conditionnements-là, mais à lui tout seul, il ne peut absolument pas définir quelqu'un. C'est même assez hypothétique, c'est-à-dire en fait un ciel de naissance, c'est un petit peu comme un jeu de cartes qu'on recevrait à la naissance, plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, qui collent plus ou moins les unes avec les autres, et à vous de savoir ou pas les utiliser. Hein, un ciel de naissance ne donne jamais d'indication sur votre degré d'évolution, sur votre degré d'intelligence, sur ce que va être quelquefois un petit peu sur les circonstances de votre vie. Bon, on peut voir si une vie va être plus bouleversée qu'une autre, par exemple. On peut pas voir, mais supposer que bon, si quelqu'un a une maison 8, cette maison de la tradition astrologique qui fait peur à tout le monde, y compris à moi, si une maison 8 est chargée dans un ciel de naissance, bon, on sait que la personne, ça rate presque jamais, va avoir une vie riche en bouleversements. Mais ce sont peut-être des bouleversements très riches, comme ça pourrait être des bouleversements qui l'écraseront. Ça, par contre, on ne peut pas le savoir. Voilà, alors le point de départ, c'est ça. Et puis la deuxième chose importante en astrologie conditionnaliste ou conditionnelle, c'est que Jean-Pierre Nicolas a redéfini les signes du zodiaque et les planètes en fonction de ce qu'ils sont dans le système solaire, de ce qu'ils représentent par rapport, enfin pour les planètes, de leur distance par rapport au Soleil, de leur masse, etc. Donc il a redéfini tout ça à partir des réalités astrophysiques. Et ça, aucune autre astrologie n'a fait ça. Et c'est quand même... ça donne un outil qui est plus abstrait pour comprendre un thème, mais qui est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement en tous les cas. Moi, à chaque fois, je suis désolée. À la fois, je comprends tous les gens qui sont détracteurs de l'astrologie, parce que c'est vrai qu'en dehors de cette astrologie-là, les autres sont vraiment riches en... je sais pas comment, j'ai envie de dire en bêtises de toutes sortes, quoi, et en fantaisies de toutes sortes. Et je comprends qu'en particulier les astronomes, les astrophysiciens condamnent l'astrologie, mais s'ils mettaient un tout petit peu le nez dans l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, dite conditionnaliste ou conditionnelle ou universelle, ils verraient qu'il y a quand même là-dedans quelque chose qui n'est pas totalement farfelu et qui peut jouer. J'ai vu qu'il avait fait votre thème, on dit thème natal ou... Oui, c'est difficile les expressions. Il disait que votre entourage, attention, vous, je parle du Capricorne ascendant Vierge que vous êtes, que votre entourage devait subir des douches écossaises, que vous pourriez passer de l'humeur massacrante à la séduction charmeuse et de l'affirmation impérative aux volutes de la nuance. C'est ce qu'il disait, vos contraires, ça. Oui, on peut dire ça. Oui, je vois très bien sur quoi il s'est basé pour dire ça. Et la fonction du Capricorne est une fonction dite de déconditionnement. Ça veut dire on est naturellement déconnecté du social. Autant les signes d'automne, autant le Sagittaire qui précède, puis aussi la Balance, sont directement connectés sur ce qui se passe autour d'eux, dans le monde, etc. Autant le Capricorne, il est naturellement débranché, déconnecté. Et ça fait que comme c'est en même temps un signe porté aux extrêmes, puisque c'est un signe solsticial où l'écart entre l'arc diurne et l'arc nocturne est à son maximal, comme les autres signes. Donc porté aux extrêmes, ça veut dire que quand vraiment on a un truc en tête, cette déconnexion, le fait d'être déconnecté du reste du monde, le fait d'être porté aux extrêmes, d'être assez absolu, etc., les autres n'existent pas quand on est aveugle et sourd. Moi j'ai toujours le dessin animé, je suis pas très dessin animé, mais il y a un dessin animé qui m'a toujours énormément fait rire parce que je me reconnais complètement là-dedans, c'est Mister Magoo. Il suit son idée, il voit pas ce qui se passe autour. Ça lui réussit pas mal d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut donner des grandes distractions et ça peut donner à l'entourage l'impression qu'on est, et d'ailleurs on l'est à certains moments, indifférent, quoi. Voilà. Qu'on est dans son monde intérieur et que le reste, encore une fois, n'a pas beaucoup d'existence. Je sais que depuis votre jeunesse, vous lisiez des livres comme ceux de Krishnamurti, mais oui, j'ai lu ça étant toute jeune, mais j'en suis revenue de Krishnamurti. C'est trop satisfaisant, pour l'intellect. Krishnamurti, c'est inapplicable. Le tort de Krishnamurti, j'espère que tous les gens qui nous écoutent
connaissent un petit peu Krishnamurti, mais c'est qu'il s'adresse aux autres comme s'il s'adressait à lui-même, c'est-à-dire il met tout le monde à son niveau, alors que malheureusement on est loin en général d'être au niveau qui était celui de Krishnamurti. C'est peut-être ce que vous aimez chez Gita Maharaj ou Durkheim, même ils se mettent plus à notre niveau. Ce qui me plaît chez Gita Maharaj, il n'y a pas de choses pratiques. Gita Maharaj, vous trouvez qu'il y a des choses pratiques chez Gita Maharaj? Oui. Elle dit qu'il faut pour le sourire, elle parle du sourire, des petits trucs de la vie de tous les jours, que les gestes doivent être justes, qu'il faut faire attention aux moindres gestes banals. Oui, mais pour moi, ça ce sont des mots. Pour moi, ce sont des mots. C'est pas. On donne des exemples quand même. Oui, mais ce sont des mots. Ce sont des mots. C'est facile de dire ça. C'est très difficile d'y arriver. Et pour y arriver, il y a peut-être des méthodes, il y a peut-être des moyens. Moi, ce qui m'intéresse chez quelqu'un comme Durkheim, c'est qu'il donne des moyens, enfin il indique des moyens, il a emprunté une grande partie de ce qu'il dit dans ses livres. C'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment au zen japonais, et bon là aussi c'est des mots et c'est des choses qui sont inaccessibles aux tout venants et en particulier à moi, mais malgré tout quand quelqu'un comme ça reprend l'idée japonaise qu'il faut trouver son centre de gravité, que le centre de gravité, oui, que les Japonais appellent le hara, se trouve dans le ventre et non pas plus haut comme il doit l'être pour la plupart des Occidentaux, enfin pas seulement les Occidentaux. Pour moi là déjà on devient un petit peu plus concret et je me dis ça c'est intéressant, et puis bon en même temps c'est expliqué en long et en large, c'est développé en long et en large, et je me dis il y a peut-être quelque chose à faire de ce point de vue. Bon, Durkheim il dit que les trois facteurs, les trois choses fondamentales pour arriver à un meilleur équilibre, parce que finalement qu'est-ce qu'on cherche, c'est un meilleur équilibre. L'équilibre parfait on ne le trouvera jamais, mais être un tout petit peu plus équilibré qu'on ne l'est à la base, bon, ça paraît quand même faisable de trouver des disciplines ou des pensées ou des visions du monde qui nous aident à progresser un tant soit peu. Et donc les trois éléments fondamentaux, c'est trouver son centre de gravité. Ensuite, c'est trouver un meilleur équilibre, tension des temps, parce qu'il explique que la plupart des gens sont ou trop tendus, ou trop crispés, ou trop relâchés. Bon, ça, je ne sais pas si ça joue pour vous, ça joue évidemment pour moi, je pense que ça joue pour presque tout le monde. Et la respiration. Donc ces trois facteurs-là, si on essaye, si on a dans l'idée, moi j'ai dans l'idée maintenant, bon, peut-être que dans 2 ans je vous dirais, bon, j'ai pas été à la hauteur de cette idée, comme j'ai pas été à la hauteur des idées de Krishnamurti ou de tas d'autres, mais cette idée d'essayer de trouver son centre de gravité, soit par la méditation, alors pour faire de la méditation, il faut trouver quelqu'un qui vous initie, quelqu'un de sérieux, soit par... J'essaye pour le moment, mais j'ai pas encore trouvé... Non, pour le moment, j'ai juste commencé ce qu'on appelle la live-thérapie, donc ça vient de Durkheim. C'est quelque chose d'assez passif, donc vous êtes avec quelqu'un qui essaie de vous détendre dans le but, et c'est ça le but d'arriver à mieux respirer, parce que ce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, peut-être que tout le monde sait ça, moi je ne le savais pas, j'ai toujours été consciente que j'avais une respiration très insuffisante, enfin j'en ai pas... Vous n'êtes pas devenue une grande chanteuse. Bien sûr que c'est pour ça, disons que j'en suis devenue consciente de plus en plus, et je pensais que la respiration c'était quelque chose qui se travaillait, mais en tant que tel. Alors j'allais pas courir, mais marcher au parc Montsouris en essayant de respirer avec la plus grande ampleur possible. Et puis, maintenant, je lis et j'entends que, en fait, on ne peut pas travailler directement à la respiration. Il faut travailler sur les tensions. Il faut travailler,
bah, c'est ça, sur les tensions, sur les postures, travailler une certaine posture le plus possible pour qu'elle soit le plus juste possible. Et quand les tensions ont diminué, quand la posture est bonne, la respiration se fait d'elle-même. Ça, c'est assez nouveau pour moi. Je pense que plein de gens savent ça, mais moi, je ne le savais pas. On apprend à tout âge, et heureusement. Voilà, alors donc pour l'instant, je suis un petit peu dans ce trip-là. J'ai vu que vous vous interrogiez tout à l'heure face au Bouddha. Vous dites, bon, d'accord, la posture du lotus, là, je parviens à le faire. Mais alors, il y a les mains. Ça n'est pas indispensable, d'après ce que j'ai appris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se mettre en position de lotus. Donc, ce n'est pas indispensable pour avoir la posture à laquelle il faut tendre, oui, pour pouvoir méditer. Mais effectivement, moi, comme j'arrive, mais c'est très très difficile parce qu'on se met en position de lotus et puis après on se dit oui, alors il faut avoir le dos, enfin le corps le plus droit possible, mais ça aussi sont des mots parce que on comprend ce que ça veut dire être droit, enfin avoir le dos droit, avoir le corps droit, mais dans son corps, tant que quelqu'un ne vous a pas montré que ce que vous croyez être votre position droite est en fait une position tordue, oui, par exemple, moi j'ai appris ça grâce à la gymnastique de Françoise Mézières et de Thérèse Berthera. Je me suis rendu compte que, par exemple, on dit aux enfants, quand j'étais petite fille, on me disait tiens-toi droite, et en fait qu'est-ce qu'on faisait? On faisait comme ça, on mettait les épaules en arrière, on cambrait le bassin et voilà, on se croyait droite, alors que c'est une très mauvaise posture et que le bassin doit toujours être projeté vers l'avant. Mais ça, qui va vous dire que pour se tenir droit, il faut projeter le bassin vers l'avant et ne surtout pas se tenir façon Jane Birkin? Mais qu'est-ce que vous cherchez en faisant tout ça, vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je cherche à être un petit peu plus équilibrée, à être moins prisonnière de mon émotivité. Je pense que si on respire mal, on vit mal. Donc si je peux imaginer que si on arrive à mieux respirer, si peu que ce soit, ce mieux, eh ben on vit un petit peu mieux. Mais on vit mieux pour soi et peut-être pour les autres. Ah mais c'est lié, du moment que vous vivez mal, c'est totalement lié ça. Du moment que vous vivez mal avec vous-même, vous n'êtes pas non plus la personne la plus recommandable pour les autres. Sauf pour ceux qui ont tout à fait envie de vous aider. Mais vous ne pouvez pas aider les autres tant que vous-même, enfin aider ou apporter un équilibre aux autres si vous-même vous n'avez pas cet équilibre. Vous avez envie d'aider les autres ? Gita Maharaj dit on a tous une tâche dans la vie. Ici sur cette terre, on a tous une tâche bien définie. Vous avez cette impression et vous savez quelle est votre tâche? Justement, c'est ça qui est difficile à savoir, c'est ça qui est difficile à savoir et puis peut-être à accepter. Par exemple, moi en ce qui concerne la chansonnette, j'ai toujours eu une attitude un petit peu négatif par rapport à ça, c'est-à-dire toujours moins maintenant, mais j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'assez superficiel, la chansonnette. Et puis petit à petit je me dis après tout c'est la seule chose que je sache faire, ça amène du plaisir aux gens. Moi-même les chansons que font les autres m'amènent un plaisir formidable, même si c'est un plaisir un peu superficiel par moment, mais quelquefois ce plaisir peut être beaucoup plus que superficiel. Et donc je me dis après tout peut-être que c'était ça ma tâche. Et peut-être qu'il faut envisager l'écriture de chansons sous cet angle-là aussi, pas seulement, mais aussi. Mais Françoise Hardy, les arts martiaux, ça doit vous tenter aussi, non? Mais ça me tente, mais en même temps, je me sens pas le courage ou la patience de faire ça, parce que je crois qu'il faut énormément de patience. Et puis, mais j'ai cru comprendre, j'ai compris que ces arts martiaux, enfin tout l'intérêt est justement de vous faire progresser, pas seulement sur le plan physique, sur le plan spirituel, donc c'est très important. Et puis aussi, vous ne pouvez pas pratiquer ces arts-là ça nécessite de trouver votre centre de gravité, donc votre fameux hara. Donc c'est très tentant
à partir du moment où on envisage les arts martiaux sous cet angle-là, et je crois que c'est l'angle sous lequel il faut les envisager, Mais j'ai fait un tout petit peu de gymnastique chinoise il y a je sais pas 1 ou 2 ans, et on m'avait pas expliqué tout ça. Donc j'ai été découragée assez vite parce que c'est quand même une gymnastique très lente, très monotone. En même temps, bon, la suite de gestes que vous êtes amené à faire, c'est très difficile de mémoriser ça. Mais maintenant que je vois ça sous l'angle du hara, sous l'angle du progrès spirituel, sous l'angle de ce que les orientaux appellent la voie, suite à vos lectures, là. Oui, suite à mes lectures, je pense que je vais y revenir. Je pense que c'est plus accessible pour moi de faire, de revenir à la gymnastique chinoise, au tai chi, donc éventuellement au qigong, qui je crois est beaucoup plus simple que le tai chi. C'est plus accessible que les arts martiaux. On va peut-être penser à vous demander ce que vous avez choisi comme objet. Il doit être très petit puisqu'on ne le voit pas. Oui, vous savez, moi je suis pour la simplicité, en tout cas sur le plan pratique, sur le plan de la vie pratique concrète, je suis pour tout simplifier toujours au maximum. C'est le contraire pour la vie de l'esprit. Donc j'ai sorti mon stylo, qui n'est peut-être pas le plus beau corps qui existe, mais bon, c'est un objet symbolique parce que pour moi ça symbolise un petit peu ma vie professionnelle, et pas seulement, parce que ma vie professionnelle c'est fatalement lié à ma vie personnelle, c'est l'écriture. Donc moi, ce que j'aurais su un tout petit peu faire de temps à autre, c'est écrire des textes de chansons. C'est très important pour moi d'écrire. Je sais pas, je crois que je serais folle, c'est encore plus folle si j'avais pas eu cet exutoire-là. Mais c'est important aussi d'écrire. J'aime écrire, avoir un papier de qualité, appuyer ma plume et écrire. J'éprouve une volupté, j'éprouve un plaisir à écrire avec un stylo comme celui-là, qui est assez rare. Et je crois d'ailleurs que malheureusement on ne le fait plus parce que je voulais l'avoir en double. Et donc actuellement la marque Schaeffer de ce stylo n'a pas, ce sont des plumes qui sont larges et plates mais souples en même temps, parce qu'actuellement ils font toujours des plumes larges et plates mais elles sont dures, alors il n'y a aucun plaisir, c'est même un supplice d'écrire avec ça. Là c'est bien souple, ça fait un trait bien large avec des pleins et des déliés, c'est magnifique, c'est un plaisir d'écrire avec ça. Et donc voilà. C'est un besoin d'écrire et c'est un plaisir à la fois. Voilà, c'est un besoin qui est souvent douloureux, parce que quand je dois écrire quelque chose, je suis toujours hantée par l'angoisse de ne pas y arriver, de ne pas arriver à... bon, si par exemple on m'amène une musique, je suis dans les transes, mais littéralement. Et alors là, mon Capricorne arrive dardard et je coupe tous les ponts avec l'entourage, parce que je ne peux plus penser qu'à ça, je ne peux plus faire que ça, car tant que j'ai pas fait ça, je suis torturée par l'angoisse de ne jamais arriver à le faire, tant que j'ai pas fini ce genre de travail, quoi. Qui est à la fois donc un travail, une douleur et un plaisir quand on trouve. On trouve peut-être pas toujours. Mais l'écriture est toujours liée à la chanson pour vous ? Pas seulement, parce qu'il y a des lettres. Moi j'écris beaucoup de lettres à des gens qui m'importent beaucoup, donc quand j'écris une lettre, c'est pas une mince affaire non plus. J'écris pas comme ça. Je suis pas du tout la personne qui improvise. Je reviens sans cesse sur les mots parce que j'ai peur que l'autre personne ne comprenne pas bien ce que j'ai voulu dire, ou en relisant. J'écris spontanément d'abord, puis après je sais que je vais être obligée de revenir dessus parce que je me dis oh là là, et puis là j'ai fait trop long, c'est trop compliqué, puis qu'est-ce que je vais raconter ça, et j'essaie de me mettre un tout petit peu à la place de l'autre. J'y arrive certainement très mal, mais en tout cas j'épure le plus possible et je fais en sorte qu'il y ait le moins à mes yeux, de possibilités de malentendus, et ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Voilà, alors le stylo, et puis aussi parce que j'ai fait de la graphologie pendant plusieurs années avec des très bons professeurs. J'ai eu la chance de participer à des groupes, à des cours de graphologie.
Et je suis toujours... une écriture, pour moi, c'est fascinant aussi, l'écriture de quelqu'un d'autre, parce que ça renferme quand même, ça contient certains secrets, pas tous, mais certains secrets d'une personnalité. J'ai été tout à fait ébranlée, mais quand je dis tout à fait, c'est vraiment profondément ébranlée quand j'ai découvert, lorsque j'allais dans les cours de graphologie, que la façon d'être, la vision du monde de quelqu'un qui écrit avec un trait appuyé est totalement différente de celle de quelqu'un qui écrit avec un trait léger, ou par exemple un trait large. Moi j'ai un trait très large et très appuyé, et puis bon, d'autres ont un trait très fin et très léger. Ce sont deux façons d'être, deux visions totalement différentes. Naturellement, je suis mariée avec quelqu'un qui a un trait fin et léger, et quand j'ai découvert la différence qui sépare nos deux façons d'être rien que par le trait, j'étais mais bouleversée. Je me suis dit, mais il ne m'aime pas comme je l'aime. Oh, c'est drôle. C'était terrible, c'était une révélation. Alors voilà, vous voyez, bon, le stylo, ça évoque tout ça. Et puis bon, je trouve que c'est un bel objet. C'est même si celui-là, parce qu'il y a eu plusieurs corps de stylo, ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'utilise ce stylo Sheaffer, qui est tellement particulier, enfin celui que j'utilise avec une plume très particulière qu'on ne trouve pas facilement, donc. Et donc le corps a évolué, il est devenu comme ça maintenant. Bon, peut-être qu'il pourrait être mieux, je sais pas, il a peut-être été mieux à d'autres époques, mais malgré tout je trouve que c'est un bel objet. Et j'ai toujours besoin de l'avoir dans mon sac, de l'avoir quelque part. Mais tout ce que vous avez appris durant toutes ces années vous a quand même aidé à mieux comprendre, à mieux connaître l'autre, non ? Oh bah bien sûr, oui. Vous connaître vous-même. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que ayant été élevée comme j'ai été élevée, je fonctionnais vraiment au premier degré, quoi. Donc on me reproche encore d'être assez naïve. J'ai tendance à croire ce qu'on me dit. Alors c'est un fait que la graphologie, l'astrologie m'ont aidé à comprendre un tout petit peu plus, à aller un petit peu au-delà des apparences. Mais enfin, ça ne permet pas du tout non plus, encore une fois, hein, de faire le tour de quelqu'un et de décréter cette personne est comme ci et comme ça, elle a telle qualité, tel défaut. On peut pas, en tout cas on ne peut pas avec l'astrologie. Quelquefois avec la graphologie, mais il faut vraiment être beaucoup plus compétent que je ne suis moi-même. Toujours. Ah non, mais je suis pas... Non, je... Comme vous dites, vous n'aimez pas vous mettre en valeur, mais ça continue, je vois. Non, c'est pas... Non, mais faut être conscient de ses limites. Et puis moi aussi, en parlant comme ça, je sais quand même que je m'adresse à vous et je m'adresse aux quelques personnes qui vont regarder cette émission, si cette émission voit le jour. Oui. Et donc, je voudrais pas que les gens qui écoutent imaginent, parce qu'il y en a beaucoup qui imaginent ça, qu'il suffit d'avoir des compétences en graphologie et pof, on sait que la personne a telle qualité, tel défaut. Premièrement, on ne le sait pas toujours. Et deuxièmement, pour vraiment avoir des certitudes dans ce domaine, il faut être vraiment de haut niveau. Et les gens de haut niveau, sur ce plan-là, bon, ils ne courent pas les rues, quoi. Et bon, et puis aussi l'idée qu'on peut voir ce que vaut quelqu'un, quelle va être sa vie, rien qu'au vu de son thème, c'est une idée, alors là pour le coup, fausse dans l'absolu. Alors ça, au contraire, ça veut dire quelqu'un, un astrologue qui va vous dire des choses concrètes et précises avec le ciel de naissance de quelqu'un. Là par contre, c'est pas un bon astrologue. Alors moi qui suis une bonne astrologue, je vais me mettre enfin en valeur, moi qui suis une bonne astrologue, chaque fois que j'en ai l'occasion, je dis qu'on ne peut absolument pas savoir qui est quelqu'un, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts en voyant un thème. Par contre, savoir qu'il est prédisposé à fonctionner comme ci, comme ça, prédisposé à être sensibilisé à telle valeur, à avoir tel rythme, ça oui, on peut le dire. Et on peut se planter, parce que quelquefois les conditionnements, tous les autres conditionnements qu'on évoquait tout à l'heure peuvent ne pas aller du tout dans ce sens-là et peuvent avoir empêché les conditionnements célestes de s'actualiser. Françoise, on va se dire au revoir. Oui. Vous allez dire ouf.
enfin fini. Ben non, parce que c'est maintenant que les ennuis commencent. Quand je vais voir l'émission, je vais être atterrée. Vous croyez? Je sais pas, peut-être pas, j'espère que non. Et merci de nous avoir reçus quand même. Merci. Pour la dernière fois où vous receviez une émission de télévision. Chez moi, parce que c'est un trop grand ramdam. Après, ce sera ailleurs, dans des jardins. Très volontiers. Au revoir François. Au revoir. Si tu crois un jour que